Dongo Samba Sylla, vous êtes une des voix montantes de l'intelligentsia en Afrique francophone. Vous êtes chargé de recherche à la Fondation Rosa Luxembourg, économiste. Vous êtes basé à Dakar. Vous êtes un auteur prolifique. Vous développez de nombreux thèmes dans vos articles scientifiques, dans vos contributions dans la presse et également dans vos travaux de recherche plus approfondis. C'est un plaisir pour nous de vous rencontrer, d'évoquer un certain nombre de thèmes avec vous. Nous allons commencer par évoquer l'actualité. C'est la présence au Sénégal d'Emmanuel Macron il y a quelques jours. Emmanuel Macron qui était venu avec Macky Sall, accompagner ce qu'on appelle le partenariat mondial pour l'éducation. C'est une sorte d'initiative qui regroupe des gouvernements, des organisations comme la Commission européenne, des ONG, le secteur privé, etc., dans le but de de mobiliser de l'argent pour l'éducation dans un certain nombre de pays, en Afrique et plus généralement dans le monde en développement. Qu'est-ce que vous pensez de ce type de formule, de ce type d'initiative justement, qui est notamment parrainée par la chanteuse vedette Rihanna et qui ajoute à ce côté un peu international un côté strass et paillettes? Oui, c'est vrai qu'il y a ce côté bling-bling, mais de manière générale, disons, c'est l'approche classique de l'aide au développement. C'est-à-dire que depuis les indépendances, on dit que l'Afrique manque de ressources et donc il faut que ces ressources viennent de l'étranger pour pouvoir aider l'Afrique à se développer. Donc c'est l'approche par l'offre, disons. Alors qu'il me semble que ce qu'il faudrait à l'Afrique, c'est une approche par la demande. Pour dire qu'il y a des ressources en Afrique, il y a des hommes, il y a des terres, il y a des ressources naturelles, et qu'il faudrait en profiter et qu'il faudrait mobiliser ces ressources-là justement. L'Afrique ne manque pas de ressources, mais l'approche qui a été développée à travers ce partenariat mondial pour l'éducation ne rompt pas avec l'approche dominante, qui est l'approche de l'aide au développement. Et je pense que l'éducation, c'est un thème pour lequel les États doivent utiliser leurs prérogatives souveraines pour avoir une politique éducative de qualité et qui inclut la grande majorité. Ce qu'il faut dire, c'est que l'Afrique a été le continent qui a le plus investi dans l'éducation, disons, entre 1960 et 2000. Et souvent, ce que les économistes ont remarqué, c'est que s'il y a des avantages au niveau microéconomique, des bénéfices, par exemple, on voit tous les bénéfices microéconomiques associés à l'éducation des femmes, parce que ça permet une meilleure santé, une meilleure éducation des enfants, ce genre de choses. Mais au niveau macroéconomique, ce surplus investi dans l'éducation n'a pas débouché sur des performances économiques remarquables. Pourquoi? En raison de nombreux facteurs, tels que, par exemple, la fuite des cerveaux, mais également, disons, le détournement des ressources humaines. Lorsque quelqu'un est, par exemple, disons, physicien et qui se retrouve, par exemple, politicien, disons, quelque part dans une direction générale de quelque chose, de l'art ou quelque chose comme ça. Donc, c'est une diversion des ressources. Il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de jeunes que nous formons et qui, à la suite de leur formation, se retrouvent sur le carreau, chômage ou sous-emploi. Donc, à mon avis, il y a toutes ces questions-là. Et pour cela, il faut un bon modèle de développement dans lequel on part, disons, des ressources internes et pas forcément croire que c'est ce qui vient de l'extérieur qui va être la solution. Ok, donc par exemple, vous avez évoqué la question de la fuite des cerveaux. Comment l'éviter? Enfin, on ne peut pas l'éviter complètement, mais comment la limiter? Quelles sont les mesures qui rendraient possible le développement, l'épanouissement professionnel des personnes formées en Afrique sur le continent où elles ont été formées? En fait, ce qu'il faudrait dans un premier temps, c'est peut-être un peu plus de développement, parce que lorsque les pays sont pauvres, à un moment donné, il est difficile qu'ils puissent parvenir à retenir toute cette force intellectuelle-là. Mais on a vu dans des pays, par exemple, comme en Asie du Sud-Est, au fur et à mesure du développement économique, les ingénieurs, les juristes sont venus pour participer au développement économique de leur pays. Donc, à un moment donné, il faut que ces pays-là puissent offrir des conditions attractives et aussi puissent susciter la confiance, en fait, de ces cerveaux qui sont à l'étranger. Ça c'est important. Et donc, je pense que ce qu'il faut aussi, c'est permettre aux jeunes déjà qui sont sur place de pouvoir avoir accès à des emplois. Et ça aussi, ça demande des politiques, disons, de valorisation des ressources locales. Parce que lorsqu'on se met, disons, dans une posture d'exporter juste des matières premières, ça veut dire qu'on exporte également de la valeur ajoutée et du coup, on ne crée pas d'emplois. Donc, du moment qu'on parviendra à créer des emplois sur place, ça crée des revenus, ça élargit les marchés intérieurs et ça crée, disons, un processus de développement qui, par la suite, pourra faire que d'autres qui étaient à l'étranger pourront venir pour participer eux aussi à ce développement-là. Mais justement, la communauté internationale, en tout cas les pays étrangers, les citoyens des pays étrangers qui se rendent compte en fait du défi que représente l'éducation
en Afrique aimerait bien savoir comment participer, comment aider utilement l'Afrique dans ce genre, dans ce défi-là. Quel pourrait être le rôle? Un rôle positif pour les pays étrangers, des pays comme la France, des organisations comme la francophonie. Qu'est-ce qui serait pertinent de faire plutôt que ces partenariats mondiaux finalement très médiatiques? En fait, moi, l'idée contre laquelle je m'insurge, c'est l'idée que l'Afrique manque de moyens, que l'Afrique elle-même ne peut pas financer ses propres systèmes éducatifs. L'Afrique a ces moyens-là. Mais si on dit, par exemple, aux États, il faut limiter vos déficits publics, sous prétexte que, voilà, il ne faut pas s'endetter, il faut avoir un niveau d'inflation faible. Après qu'on vienne dire que, voilà, maintenant, on va vous aider pour développer votre éducation, ce n'est pas cohérent. Il faut qu'on puisse laisser la latitude aux États d'avoir en tout cas des marges de manœuvre nécessaires pour pouvoir investir dans la santé, dans l'éducation, les infrastructures. Tout d'abord. Après, par la suite, bien sûr, il y a un partenariat qui pourra être fait avec les pays riches, tout ça. Par exemple, faciliter l'accès des étudiants à certaines filières, ce genre de choses, mais en même temps, par la suite, pouvoir faciliter ce retour-là. On peut essayer de voir dans quelle mesure cela est possible. Et également mettre à disposition aussi certaines technologies qui permettront à nos chercheurs qui sont sur place aussi de pouvoir les utiliser et de pouvoir aussi former d'autres à ces technologies. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites, mais généralement, l'approche dominante, c'est de dire que nous manquons de moyens. Or, nous ne manquons pas de moyens. C'est le cadre économique dans lequel nous fonctionnons qui ne nous permet pas de dégager ces marges de manœuvre-là. Ok, alors il y a quelque chose qui s'est déroulé lors de la visite d'Emmanuel Macron au Sénégal. Il y a eu quelques manifestations anti-Macron et anti-Macky Sall, le président sénégalais. Elles ont été étouffées, mais au Burkina Faso, quelques mois plus tôt, Emmanuel Macron avait également fait face à des manifestations d'hostilité de la part de la jeunesse burkinabé. C'est quelque chose qui est nouveau, en tout cas c'est un paradigme nouveau dans les relations franco-africaines. De manière générale, il y avait plutôt des foules enthousiastes, bariolées, qui chantaient à la gloire des présidents français successifs. Bon, ça existe toujours, c'est toujours plus ou moins mis en scène, mais pourquoi cette hostilité montante au sein des jeunesses africaines, en tout cas d'Afrique francophone, de ces anciens pays, de ces pays qui ont été anciennement colonisés par la France? En fait, les jeunesses africaines se rendent compte que les dirigeants qui ont pu être élus ne représentent pas forcément leurs intérêts. Quand l'intérêt des populations africaines est en jeu face, disons, aux intérêts impérialistes, à l'intérêt de la France, tout ça, donc on voit que les présidents africains tentent systématiquement à pencher, disons, du côté des intérêts français, impérialistes et autres. Et ça, les jeunes africains le sentent et veulent mettre fin à ça. Donc c'est tout le discours sur la France-Afrique et qui est combattu par des organisations comme Survie. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que de plus en plus, on sent, et ça, moi je l'ai vu au Sénégal, un sentiment anti-monopole français. Je ne dis pas un sentiment anti-français, mais un sentiment anti-monopole français. Par exemple, avec l'arrivée de Macky Sall au pouvoir, on a vu que de plus en plus, les entreprises françaises sont présentes dans divers secteurs de la vie économique, et parfois même dans des secteurs où leur compétence n'est pas avérée. Vous pouvez donner quelques exemples? Non, par exemple, le port du Sénégal est occupé par Bolloré, Necotrans. On voit que le péage au Sénégal, un péage qui a été mis sur pied il y a quelques années, c'est FH qui gère ça, qui exploite. Et sur ce péage-là, il n'y a que des entreprises françaises, Total, BNP, ce genre de choses. Là, on a un projet de train express régional qui c'est Alstom qui va fournir ces trains-là. Et la maintenance sera assurée par la SNCF. Lorsque Macron est venu dans le cadre de ce partenariat mondial pour l'éducation, c'était également pour avoir des contrats pour les grandes entreprises françaises. Et là aussi, à Dakar, un peu partout, on voit qu'il y a des magasins Auchan qui tuent petit à petit le petit commerce. Et donc les populations voient ça. Elles n'ont pas besoin de regarder la télé, c'est des choses qu'elles vivent. Et donc ce sentiment anti-monopole français-là, on a même pu le voir à travers la presse. Il y a un quotidien sénégalais qui a titré, en parlant de la visite de Macron, la recolonisation en marche. La recolonisation, alors vous êtes un des pourfendeurs les plus en vue du franc CFA. Le franc CFA, c'est une monnaie que partagent un certain nombre de pays en Afrique. La majorité d'entre eux sont des anciennes colonies françaises. Il y a beaucoup de manifestations populaires, des manifestations de rue, des éclats de voix, beaucoup de passion autour du franc CFA. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est le franc CFA à un public, disons, qui ne connaît pas de manière centrale ces enjeux, qui en a juste entendu parler,
c'est quoi le franc CFA et pourquoi il suscite autant de controverses aujourd'hui? Disons que le franc CFA, au départ, était une monnaie coloniale, donc qui servait les besoins de l'accumulation coloniale. C'est pourquoi il s'appelait le franc des colonies françaises d'Afrique. Au lendemain des indépendances, la dénomination, en fait, l'acronyme est resté le même, franc CFA, mais la dénomination avait changé. C'était le franc de la coopération financière d'Afrique, en Afrique centrale, et le franc de la communauté financière d'Afrique en Afrique occidentale. Et donc, ce franc CFA-là, c'est un système, disons, monétaire et d'échange qui est sous la tutelle de la France. C'est-à-dire que toutes les décisions majeures concernant cette monnaie sont prises par la France. Donc, c'est une monnaie qui est censée être garantie par le Trésor français, de sorte que toutes les décisions au niveau des banques centrales, en tout cas les plus importantes, les plus statutaires, ne faut pas être prises sans l'aval de la France. Les billets et pièces francs CFA sont fabriqués en France. Chamalières pour les billets, Pessac pour les pièces. Et donc, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un problème de souveraineté qui est posé. Parce que dans la plupart des expériences de décolonisation, les pays qui ont obtenu leur indépendance ont aussi eu le droit de battre eux-mêmes monnaie. Mais dans le cas des 14 pays de l'espace franc CFA, 8 en Afrique de l'Ouest, 6 en Afrique centrale, cette prérogative n'existe pas. Il n'y a pas de souveraineté monétaire. Et indépendamment de cet aspect politique, il y a l'aspect économique. C'est-à-dire que tous les pays qui ont en partage le franc CFA font partie des pays les plus pauvres au monde. Il y en a 14. Et sur les 14, 10 sont classés parmi les pays les moins avancés. Et les 4 autres qui ne sont pas classés pays les moins avancés, c'est le Congo, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Gabon. Donc ces pays actuellement sont à un niveau économique inférieur au moins à celui des années 90, voire le niveau des années 80 pour certains. Prenez par exemple le cas de la Côte d'Ivoire. Son niveau de revenu par habitant actuellement, malgré le taux de croissance dont on entend parler, est inférieur de plus de 30% au meilleur niveau laissé par Houphouët en 1978. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dynamisme productif du coup. Et en plus de ça, il y a des saignées financières importantes parce que comme le franc CFA est lié d'une manière fixe à l'euro, donc il n'y a pas de risque de change. Et comme prévaut le principe de libre transfert des capitaux, donc les capitaux peuvent sortir librement. Ceux qui ont accumulé certaines fortunes, par exemple nos dirigeants et les entreprises qui font des profits, peuvent rapatrier ça librement sans risque de change. Et donc c'est un système extraverti qui bénéficie les élites africaines, les monopoles français et d'ailleurs. Et donc voilà, au détriment de nos populations. Si on regarde les indicateurs de santé et d'éducation, les pays, disons, de l'espace franc CFA sont les derniers du classement. Est-ce que vous pouvez donner quelques exemples qui illustrent les impasses du franc CFA donc, au quotidien? Qu'est-ce qui fait que le CFA produit de la pauvreté, selon vous? Ce qui fait que le CFA produit de la pauvreté, c'est que déjà, on a un arrimage fixe à l'euro. L'euro qui est une monnaie forte. Et donc, une monnaie qui a été plus forte que le dollar depuis sa naissance. Et donc, du coup, lorsque vous êtes arrimé à une monnaie forte, vous avez tendance à importer parce que les produits étrangers sont bon marché. Ça ne favorise pas, disons, la production locale. Une fois, avec des journalistes, on était dans un grand marché de Dakar et on a posé la question à des commerçants pour leur dire pourquoi vous ne vendez pas les tissus sénégalais. Ils nous disent qu'il est beaucoup plus facile d'importer des tissus de Dubaï plutôt que du textile sénégalais. Et donc, c'est ça l'impact d'une monnaie. Et bien sûr, tout ne se résume pas, disons, à la question monétaire, mais la monnaie y est pour quelque chose. L'autre aspect aussi, c'est que dans le système franc CFA, on fait tout pour maintenir la parité fixe franc CFA-euro. À chaque fois que vous venez, un euro sera toujours égal à 657,957 francs CFA. Et donc, pour maintenir cette parité-là, quelque part, on est obligé de restreindre le crédit. Et donc, dans une économie, s'il n'y a pas de crédit, il ne peut pas y avoir de production. Parce que le crédit permet, disons, d'acheter des équipements, disons, de payer les salaires, et donc, par la suite, de produire des marchandises qui vont être vendues pour obtenir un profit. Et donc, il n'y a pas de crédit dans le système franc CFA. Il y en a très peu. Et donc, je peux vous donner un exemple qui est assez parlant. C'est que vous prenez l'économie bissau-guinéenne en 2016, tout le volume de crédit accordé à cette économie-là était de 63,6 milliards. Donc c'est ridicule. Mais au même moment, la BCEAO... 63,6 milliards de francs CFA. Et donc au même moment, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest octroyait 52 milliards de crédits à ses employés. 2500 employés, 52 milliards. 1,8 million d'habitants, 63 milliards.
Donc avec 63 milliards, comment on peut développer une économie? Et donc c'est ça le système franc CFA. C'est pourquoi il n'y a pas de dynamisme productif. C'est des économies, malgré la stabilité, disons, du taux de change, malgré la faible inflation, c'est des économies qui sont en zigzag. Et vous prenez le cas de la Guinée-Bissau, toujours, qui est un pays lusophone et qui a rejoint l'espace franc CFA en 1997. 20 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe? Le niveau de revenu par habitant de la Guinée-Bissau est inférieur, disons, de 20% à son niveau de revenu de 97. Donc, ça veut dire que dans ce pays, dans ce contexte-là, ce qui est important, c'est juste que ceux qui accumulent puissent transférer vers l'étranger, mais pas qu'on puisse développer les économies locales. Actuellement, il y a des revendications. Il y a une revendication qui est concrète. Lorsque Macron est allé à Ouagadougou, il a dit ceux qui ne sont pas contents peuvent sortir. Mais ce que les Africains demandent, c'est que la France sorte du franc CFA et que les Africains ensemble puissent procéder aux réformes nécessaires, disons, de la monnaie autre que sera le franc CFA, parce qu'on pourra changer la dénomination. Donc la question actuellement qui est chaude en Afrique, c'est que la France sorte. Parce que la France, de fait, elle ne garantit pas le franc CFA. Ce sont les réserves accumulées par les Africains qui garantissent cette monnaie-là. Donc, du moment que l'on sait que la France ne garantit pas le franc CFA, sa présence ne se justifie pas. Donc, au lieu que des pays sortent individuellement, c'est à la France de sortir. Et après, ça nous permettra de faire en sorte que de changer l'arrimage à l'euro, ça nous permettra de changer les statuts aussi des banques centrales, de sorte que les banques centrales aussi puissent, d'une certaine manière, financer une partie du déficit des États, mais aussi avoir des politiques qui permettent à l'économie, voilà, de disposer de suffisamment de crédit pour la production. Par la suite, on pourra s'intéresser, disons, à faire imprimer nos billets ailleurs, mais ça c'est accessoire, et aussi changer la dénomination en maintenant les deux blocs. Donc la question, ce n'est pas que les pays africains sortent individuellement parlant, mais que la France sorte d'abord. En 2020, ça fera 30 ans que la majorité des pays d'Afrique est retournée ou bien est advenue au multipartisme, à ce que vous appelez la démocratie libérale, et ont constitué ce que vous appelez des espaces publics bourgeois. Le multipartisme n'a pas forcément renforcé la démocratie au point de vue, en tout cas au sens de l'appropriation par le peuple de ces institutions. Vous êtes très critique donc par rapport à toute cette période. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi, en dépit de la multiplication des partis politiques, de la multiplication de l'offre politique, on a assisté à très peu d'alternance, et même quand il y a eu des alternances, c'était des alternances sans alternative? Parce qu'en fait, depuis les années 80, on a commencé à parler de transition démocratique. Moi, je me méfie de cette expression-là. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de transition démographique, on sait qu'on a affaire à des tendances lourdes. On passe d'un régime de natalité et de mortalité donnée à un autre régime de natalité et de mortalité. Ça, c'est clair. Mais lorsqu'on parle de transition démocratique, c'est comme si au bout de la transition, c'est la démocratie qui allait triompher. Et ça, on ne l'a pas vu. Pourquoi? Parce que ce qu'il y a eu, c'est qu'on a assisté, disons, à partir des années 80, à deux développements. Le premier développement, c'est de la libéralisation politique. C'est-à-dire qu'il faut mettre fin au régime de parti unique, il faut des constitutions multipartites, plus liberté syndicale, plus liberté de presse, le droit de manifester, tout ça. Les élections libres et transparentes également. Ça a été fait. Mais au même moment aussi, on avait les ajustements structurels. C'est-à-dire qu'on dépossédait les États de leurs instruments de souveraineté. C'est-à-dire que c'est les États qui étaient là, qui n'assumaient plus leur fonction d'État. On ne dépensait plus beaucoup pour l'éducation et pour la santé. On ne donnait plus de subventions à l'agriculture et au PMI. Et donc l'État s'est désengagé de l'économie. Et on libéralisé aussi le commerce. Et donc du coup, ces deux tendances sont allées de pair. On a libéralisé politiquement et économiquement. Et du coup, ces États-là ne pouvaient même pas, disons, matérialiser la promesse qui était associée à cette ouverture politique-là. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Dans un premier temps, les anciens régimes de partis uniques se sont, disons, reconvertis au libéralisme politique dans une certaine mesure. Et donc, il y a eu des élections. Parfois, ces régimes se sont maintenus. Parfois, il y a eu des alternances, comme au Sénégal en 2000. Mais ces alternances, au départ, elles étaient porteuses d'espoir. Mais finalement, c'était le retour du même. Au Sénégal, on a une deuxième alternance en 2012, mais les choses n'ont pas changé. Pourquoi fondamentalement? Parce qu'on a des États qui sont de moins en moins souverains et qui sont acquis aux idées néolibérales de retrait de l'économie, favoriser, disons, l'investissement direct étranger, ce genre de choses. Et donc, du coup, on assiste, disons, à des développements
politique et économique où une minorité s'enrichit et la grande majorité vit plus ou moins dans un état de précarité. Et les élections aussi, lorsqu'elles sont organisées, lorsqu'elles sont transparentes et équitables, n'opposent pas fondamentalement des offres politiques différentes, mais disons des gens qui se battent pour le partage du gâteau. C'est un peu ça, les élections. Et ça aussi, ce n'est pas une surprise si on regarde l'histoire de la démocratie. Parce que c'est une histoire qui est malheureusement méconnue, même en Occident. Parce que souvent, on dit que oui, l'Occident a inventé la démocratie, les droits de l'homme. Mais si vous faites l'histoire, comme j'ai pu le faire dans un livre, ça s'appelle Démocratie contre la République, c'est que pendant plus de 2500 ans, c'est-à-dire depuis l'Antiquité, au 5e, 6e siècle avant Jésus-Christ, jusqu'au milieu du 19e siècle, il n'y a pas un seul penseur occidental majeur qui ait défendu la démocratie. Parce qu'on disait que c'est le règne de la violence, du chaos, de l'injustice. Et donc ceux qui ont inventé ces régimes politiques modernes ne voulaient pas de la démocratie, ne voulaient pas du pouvoir du peuple, ne voulaient pas que les citoyens ordinaires participent à la politique. C'est pourquoi ils ont inventé le régime représentatif. Au XIXe siècle, on l'appelait aristocratie élective, gouvernement des capables et aussi gouvernement bourgeois. Donc c'est par la suite, disons, qu'on a essayé un peu de maquiller ce système en l'appelant démocratie représentative. Et au XXe siècle, on a parlé de démocratie tout court. Mais alors que ces régimes n'ont pas été voulus démocratiques. Mais ce qui s'est passé, c'est que les femmes se sont battues, les ouvriers se sont battus pour justement conquérir un certain nombre de droits, l'extension du suffrage universel, la conquête du système de protection sociale. Et donc, le fait que ce plus grand bien-être et ces libertés-là aient pu être vues dans les pays occidentaux, ça a quelque part donné un parfum de légitimité à ce système-là en disant que oui, c'est la fin de l'histoire, il n'y a pas meilleur régime que la démocratie. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces libertés et aussi ce plus grand bien-être ont pu être acquis justement parce que l'Occident dominait le monde. Et donc, en Afrique, on est dans le contexte des pays qui sont dominés. Et donc, à un moment donné, la démocratie suppose aussi une attitude anti-impérialiste, c'est-à-dire qu'on ne peut pas accepter les dictats de la mondialisation. Et donc, tant qu'il n'y a pas cette attitude-là au niveau des régimes politiques, donc il est difficile véritablement d'avoir une vraie égalité. Parce que la vraie égalité aussi, c'est dire qu'on ne peut pas accepter la domination, disons, du capital ou de certains pays. Et malheureusement, les régimes que nous avons, autoritaires ou dits démocratiques, sont suivent tous plus ou moins l'agenda néolibéral, l'agenda du capital. Et c'est ça qui est véritablement dommage. Okay. Nous allons terminer cet entretien en parlant d'un thème que vous avez défriché, celui du commerce équitable, avec assez de surprise. Nous avons lu sous votre plume que finalement le commerce équitable n'était pas profitable vraiment aux paysans des pays du Sud, mais qu'il bénéficiait surtout aux chaînes de supermarchés des pays du Nord. Est-ce que vous pouvez expliquer à notre public justement qui essaye d'acheter éthique les limites du commerce équitable tel que vous les percevez? Ok, moi je dois commencer par dire que je suis pour un commerce équitable. Je suis pour un monde d'équité où voilà, chacun peut vivre de son travail. Mais ce qui se passe parfois, on peut avoir des idées généreuses et avoir des modèles qui ne fonctionnent pas. Et donc ma critique, c'est de dire que le commerce équitable tel qu'il est appliqué ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, le commerce équitable, c'est une initiative qui dit que si les paysans du Sud sont pauvres, c'est parce qu'ils n'ont pas de bons prix pour les produits qu'ils exportent. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à des consommateurs des pays du Nord d'accepter de payer un peu plus cher pour que ces paysans puissent vivre mieux. Et donc, il faut un label pour mieux discerner ces produits-là, de sorte que lorsqu'on voit ce label-là, on paye un peu plus et ce surplus va atterrir dans les pays du Sud. Mais ce surplus, il n'atterrit pas dans les pays du Sud, il reste dans les pays du Nord, capté notamment par les multinationales. Multinationales, mais aussi les supermarchés, je veux dire. Et donc là, c'est pour dire que voilà, le surplus ne va pas dans les pays du Sud. L'autre chose aussi, c'est que le développement économique aussi, c'est la transformation. C'est l'extension des marchés intérieurs. Donc, depuis plus de 3 siècles, les pays du Sud se sont mis à exporter des matières premières et ils ne se sont pas développés. Donc, un modèle qui maintient cela, je veux dire, l'exportation des matières premières, ne permet pas le développement. Ce qu'il faudrait, c'est que ces matières premières-là puissent être disons, transformées sur place, ça crée de la valeur ajoutée, ça crée des retombées technologiques, ça crée des emplois. Mais lorsqu'on maintient ce même modèle-là, c'est-à-dire qu'on maintient ces pays-là dans la pauvreté. Et donc, en monnaie, s'il y a une version du commerce équitable qui peut être intéressante, c'est une version qui concernerait des produits manufacturés. Je vais juste donner un exemple, le cacao.
disons, plus de 70% de la production mondiale de cacao est faite en Afrique et très peu est transformé sur place. Pourquoi? Parce que le cacao est un produit qui est soumis à ce qu'on appelle l'escalade tarifaire. C'est-à-dire que plus on transforme, et plus les pays du Nord mettent des barrières tarifaires. Donc ça veut dire que les pays du Nord n'attendent de nous que la fève brute de cacao, pas les produits chocolatés et autres. Et donc dans ce cadre-là, lorsque le commerce équitable nous dit qu'il faut donner un peu plus pour exporter le cacao, ça ne résout pas l'affaire. Ce qu'il faudrait, c'est éliminer ces obstacles à l'échelle mondiale qui pénalisent les pays du Sud. Et donc, ce qu'il faudrait, c'est par exemple mettre des conditions telles que les pays du Sud peuvent transformer leur cacao en produits chocolatés et autres et pouvoir les exporter. Là, ça crée des emplois, là, ça crée un peu plus de revenus pour les paysans, mais pas seulement exporter la matière brute. Donc, il y a autant de défis par rapport à, disons, à cette problématique-là du commerce équitable. Okay, merci beaucoup, Ndongo Sambasila. Merci beaucoup.